Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, ça papote, je vous voyais papoter avec Madame la Ministre. Voilà, et notre invitée c'est Sophie Cluzel. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. On avait envie de vous recevoir sur un temps un peu long aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui nous écoutent, qui ont peut-être des questions à vous poser, 0826 300 300. On parle assez peu du handicap dans les médias, je trouve. On en parle trop peu souvent, ou alors vous venez pour annoncer des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on avait besoin peut-être de prendre ce temps long pour parler justement de la représentation dans les médias, dans l'entreprise. On va faire avec vous le bilan du Duodet. Et tout à l'heure, vous allez nous raconter, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, comment on peut intégrer des personnes en situation de handicap. Ça a été l'un de vos premiers chantiers, combats dans votre ministère. On va en parler dans un instant. Gilles, d'ailleurs, la question du jour. La question du jour, elle est liée évidemment à cette thématique-là. Est-ce que on devrait voir plus de personnes handicapées à la télévision? On vous pose la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter. Pour l'instant, c'est oui à 60%, donc c'est une bonne nouvelle. Non à 41%. Vous réagissez beaucoup sur cette question. Caroline nous dit, et c'est vrai, on pourra en parler avec Madame la Ministre, le handicap n'est pas forcément visible. Juste des gens compétents suffira, nous dit Sagua. On nous dit souvent, oui, des gens compétents handicapés ou pas. Simplement en société, nous dit Laure qui dort. Aucune réponse à donner. Les gens devraient être juste choisis pour leurs compétences. Voilà un peu les réactions sur le compte Twitter de Sud Radio à cette question qui fait beaucoup débat sur la visibilité des handicapés à la télévision. Vous en pensez quoi? Écoutez, on le mesure, la visibilité, puisque on a un baromètre avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, 0,6% de visibilité des personnes handicapées, alors qu'ils représentent 15% de la population. Alors bien sûr, comme le disait un des auditeurs, 80% des handicaps sont invisibles. Mais il en reste encore 20% visibles. Donc ce que l'on veut, c'est pouvoir aider justement ces médias à aller chercher les compétences, ça a été dit. Donc de la même façon qu'on a fait l'égalité femmes-hommes avec le guide des expertes, on est en train de faire le guide des experts compétents en situation de handicap, pour avoir justement ces ressources et pouvoir visibiliser les compétences des personnes handicapées, intervenir sur plein de sujets. Société, architecte, ingénieur, voilà. Mais qu'est-ce que mesure le CSA il mesure la visibilité, c'est le baromètre de la diversité. Dans tous les jeux, les domaines, dans toutes les apparitions visuelles. 0,6%. On va en reparler dans un instant. On va passer au zapping tous les matins. Gilles regarde, nous restitue ce qui s'est passé d'important à la télévision. Vous la regardez, la télévision? Pas beaucoup de temps, mais bon. Elle est allumée dans votre bureau? De temps en temps, mais... non, vous n'êtes pas, pas une chaîne info en permanence? Non, pas vraiment. Et est-ce que vous êtes obligé de regarder quand il y a Emmanuel Macron? C'est pas qu'on est obligé, c'est qu'on est très intéressé, évidemment. Et alors, dans ce cas-là, sur votre agenda, vous mettez telle heure à regarder, ou on vous envoie des vidéos? On le sait quand même. On le sait, mais c'est surtout, je rappelle qu'il y aura la conférence de presse tout à l'heure d'Olivier Véran. D'ailleurs, toutes les conférences de presse sont en sous-titrage. Absolument. Et aussi en interprétariat langue des signes. Ça, c'est une grande avancée qu'on a fait depuis le quinquennat. Beaucoup de progrès. On va en reparler. On passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, c'est le drame de la nuit. La noyade de migrants tombés de leur embarcation dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. BFM était sur place. C'est le bilan le plus meurtrier depuis 2018 et l'envolée des traversées migratoires par la Manche. Ce mercredi, 27 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation. Ils tentaient de rallier l'Angleterre en partant de Dunkerque en vain puisque leur embarcation a chaviré. Et parmi ces 27 morts, il y a notamment une petite fille et 5 femmes dont une enceinte. Et le parquet de Dunkerque a, lui, ouvert une enquête notamment pour homicide involontaire aggravé. Et 4 passeurs suspectés d'être en lien avec le naufrage ont été arrêtés, a annoncé Gérald Darmanin. Voilà. Réaction. C'est épouvantable, c'est un drame horrible et ces passeurs, il faut qu'on puisse vraiment les coincer, les passer devant la justice. Je veux dire, ce sont des criminels. Mais il y a aussi une dimension politique. On voit que Boris Johnson renvoie la faute sur la France. Au-delà de ça, c'est un drame épouvantable. Un drame est terrible. Il faut qu'on se mobilise tous des deux côtés de la Manche pour que ça cesse. Hier, Valérie, Nicolas Hulot a pris les devants avant la diffusion d'un reportage où 5 ou 8 femmes ce soir vont témoigner sur les agressions sexuelles ou les viols qu'ils ont
agressions subies de la part de l'ancien ministre écologique. Opération de décrédibilisation du reportage avant sa diffusion. Ces affirmations sont purement mensongères. Ça n'a pas existé. Vous savez ce qu'on dit de vous, Nicolas Hulot? Un don Juan, un homme à femme. Alors, charmeur, séducteur, don Juan, dragueur, harceleur, violeur. Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Où sont les preuves? Voilà. Une réaction? Non, c'est pas une parole qui est agréable à entendre, vraiment. Il faut, enfin bon, moi je me prononcerai pas, j'ai pas vu le reportage, je crois que c'est ce soir. Oui, c'est ce soir, oui. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi que la parole se libère. C'est si important. On est tous mobilisés contre les violences sexuelles, sexistes faites aux femmes. Hier, j'étais justement à l'Assemblée pour les violences faites aux femmes handicapées, hein, puisqu'elles sont encore double discrimination, femmes et handicap. Donc on est tous mobilisés là-dessus. Donc il faut que cette parole se libère et que la vérité soit faite. C'est tout. Pourtant, Marlène Schiappa l'avait défendu à l'époque et il n'y avait pas eu, même le Premier ministre de l'époque avait dit on a eu une explication. Enfin, il y avait eu très peu de soutien. Hein. Enfin, il y avait eu beaucoup de soutien justement et très peu de questions qui avaient été posées sur le fond. Je crois que ce sujet est un sujet terrible. Enfin, ça évolue. On se mobilise énormément pour que ça évolue, pour qu'on accompagne les femmes, pour qu'on les croie, que la peur change de camp, que la culpabilité change de camp. Donc c'est toute l'importance aujourd'hui de toute l'action du gouvernement. Un des passages les plus choquants de cette intervention dans cette émission de BFM, c'est quand Nicolas Hulot va interpeller Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avec une menace à peine voilée. Moi je dis ici, et je le dis notamment à Madame Ernotte, qui est la PDG de France Télévisions, pesez bien, je sais que cette émission sera diffusée, les conséquences irréversibles que cette émission, j'allais dire, dans une chaîne de service public, mais peut-être même de sévice public, pesez bien les conséquences sur un homme, sur une famille, sur une réputation, avant même que l'on ait pu établir les faits. Et encore une fois, j'insiste bien, vous me dites, vous auriez dû aller sur cette émission, mais au nom de quoi ? J'ai contacté le bureau de Delphine Ernotte. Pour l'instant, évidemment, pas de réaction à France Télévisions. Le bureau de Delphine Ernotte dit là, c'est la diffusion qu'il faut regarder plutôt que la réaction de Delphine Ernotte. Et en off, on m'a dit le côté sévice public de la part de Nicolas Hulot est vraiment très mal passé au sein de France Télévisions. Bah, c'est honteux. C'est des paroles honteuses. Voilà. Des paroles totalement honteuses. Vous êtes choqué? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, France Télévisions est la télévision du service public et je pense qu'elle remplit son rôle totalement dans beaucoup de domaines. Donc c'est tout à l'honneur du service public d'enquêter. Cette enquête, ça fait, je crois, plus de 4 ans qu'elle a été commencée. Donc nous on en reparlera, mais c'est vrai que Nicolas Hulot devançant le reportage, ça a quelque chose, et puis avec une défense complètement hallucinante. Justement, Valérie, suite à cette intervention, Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, a exprimé sa colère face à cette stratégie de devancer la diffusion du reportage d'Envoyé spécial. C'était sur BFM. La stratégie de Nicolas Hulot, cette fois, c'est comme la dernière fois, c'est de parler en premier et de poser les termes du débat, selon ce qui l'arrange. Donc nous, on ne peut pas traiter de menteuse une femme qui n'a pas encore parlé, on ne peut pas discréditer une parole qui n'a pas encore été là, et puis il se pose en victime, il n'a pas encore été tout à fait accusé, donc attendons à nouveau ce documentaire. Je trouve que sa stratégie de défense, elle est indécente. Et puis ce dernier son pour vous, Madame Cluzel, c'était hier chez Cyril Hanouna. Le handicap peut arriver à tout moment. À 7h, elle était valide. À 9h, elle ne l'était plus parce qu'il y avait eu l'explosion de gaz de la rue de Trévise. Et voici son témoignage. Elle a vu son corps partir. Je touche mon visage, je touche mon ventre et je me dis bon, Dieu merci, il n'y a rien. Je vois mon poignet qui avait explosé, donc je me dis bon, si c'est que ça va. Et donc en fait le brouillard part, la fumée part et je vois que j'ai plus de jambes au-dessus, j'ai que mon squelette, j'ai plus les os, j'ai plus les muscles, j'ai plus rien. Il me restait que la peau en bas. Et plus le brouillard part, plus je découvre que mon pied est bloqué sous une porte et j'ai plus rien. Ma jambe gauche, il n'y avait plus rien. Mon tibia droit, il n'y avait plus rien du tout. J'étais en sous-vêtements, assise, à crier à l'aide. Vous avez subi plus de 40 opérations? 41. Et là, janvier, je retombe pour la 42e. Vous disiez que vous ne pourriez plus marcher? On m'a dit oui. Les 3 premiers mois, on m'a dit que c'était fauteuil roulant à vie. Moi, c'était impossible qu'on me dise que je ne remarcherais plus. Voilà, c'est souvent... Peut-être rappeler que 80% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. Ça, c'est pas assez connu. Ça peut en effet nous arriver tous.
dire que cette femme s'est battue. Elle s'est battue, qu'il y a une résilience extraordinaire. Et je pense que dans l'accompagnement des annonces, justement, il faut donner des perspectives et surtout pas des impossibilités. Et je pense que ça, c'est très important parce que, et je salue tous les professionnels dans les centres de rééducation qui font un travail extraordinaire, mais dites-vous bien que les personnes en situation de handicap ont des capacités de résilience absolument extraordinaires et que ce sont justement, c'est la force de notre société de faire justement la place à toutes les personnes qui sont devenues différentes ou par rapport à nous, parce que c'est une résilience extraordinaire. Et tout à l'heure, on en parlera, mais dans l'emploi, par exemple, ce sont des atouts indéniables. Oui, mais c'est vrai que ce sont des témoignages très forts et vous faites bien de rappeler que ça peut arriver à tout le monde, des accidents de la route, des maladies, des AVC, maladies, des AVC, enfin toute une série de choses et effectivement le handicap est tout de même assez fait partie de notre vie. Oui, mais il est très peu présent, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, 80% sont invisibles, c'est vrai, mais c'est aussi 8 millions d'aidants, donc il touche énormément de personnes. Oui. On est tous concernés quand on regarde autour de nous. Mais la question, c'est est-ce qu'on en fait assez ? Est-ce qu'on en fait assez ? Les secrétariats d'État aux personnes handicapées sont multiples, se sont succédés. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est la première fois que ce gouvernement le rattache au du Premier ministre pour changer la donne. C'est ce que je vous dis, mais depuis des années, ça a été une espèce, pardon de le dire, c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que j'ai reçu à peu près tous les secrétaires d'État depuis une vingtaine d'années. C'est une espèce de sous-secrétaire. Ça a été vu d'abord très santé, puisque ça a toujours été rattaché à la santé. Le fait que ça soit rattaché auprès du Premier ministre, on a eu 5 comités interministériels du handicap, c'est-à-dire que l'école, c'est vraiment la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant près de 5 ans maintenant, puisque je suis depuis le début au gouvernement, et changer la donne, c'est ouvrir les droits, c'est ouvrir l'école, c'est ouvrir les entreprises, c'est faire prendre conscience au grand public. Et permettez-moi de rappeler qu'on a une campagne nationale en ce moment de sensibilisation sur tous les écrans, sur tous les affichages, au cinéma bientôt, pour justement voir la personne avant le handicap. Mais vous y croyez à ces campagnes ? Vous pensez que... Écoutez, ça fait 15 ans qu'on n'en avait pas fait. On était pointé du doigt par l'ONU, etc. C'était une très forte demande des associations. Elle a été bâtie justement avec eux pour parler justement du fait que, avant tout, c'est une personne, avant de voir le handicap et de s'arrêter. Et que ces personnes, elles sont au milieu de nous, que ça peut être mon collègue de travail qui a un handicap invisible, un trouble psychique, mental. Eh bien, faire attention à l'autre, ouvrir ses portes, aller voir son voisin, aller inviter son camarade d'école qui est en situation de handicap, c'est permettre aux personnes, aux familles, de se sentir vraiment dans cette cohésion sociale, dans cette communauté de vie. Et pour ceux qui ont un handicap invisible, c'est parfois compliqué aussi à le dire. Ils le cachent aussi souvent. Alors ça, vous avez entièrement raison. Et moi, je fais appel justement. Dites que vous êtes en situation de handicap. Dites-nous quels sont vos besoins pour qu'on vous mette en situation optimale. C'est encore en effet un peu tabou, surtout sur les handicaps invisibles, les troubles de fonction cognitive, le handicap psychique, avec la santé mentale qui fait peur encore. Donc il faut pouvoir en parler. C'est pas le handicap dont on a besoin de savoir, c'est quelle est la répercussion du handicap sur ma performance au travail, sur mon envie de logement, etc. C'est ça qui est compliqué à expliquer. Alors, pourtant, je me souviens avoir reçu aussi Jean-François Amadieu, que vous devez connaître, qui est sociologue, spécialiste des discriminations. On parle souvent des discriminations ethniques, sauf qu'on parle assez peu du handicap, et c'est la première cause de refus d'emploi. Il avait fait ce testing avec des différents CV, où la seule chose qui différenciait, c'était un léger handicap. Quelqu'un, je me souviens, qui avait un problème de mobilité du coude, c'était les CV les plus rejetés. Le handicapé est le plus discriminé à l'emploi. Bien sûr, le défenseur des droits a fait son rapport chaque année, on en est tout à fait conscient, c'est pour ça qu'on va en faire une force. C'est pour ça qu'on veut libérer la parole. C'est pour ça qu'on a fait la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, la 25e semaine, et c'est pour ça qu'on a créé aussi le DUOD. Parce que je pense qu'il faut libérer la parole, expliquer, faire de la pédagogie, et montrer que quand on met les adaptations qui ne sont pas compliquées, mais on a une représentation encore très très biaisée. Pour la majorité des Français, le handicap, c'est fauteuil roulant et canne blanche. Absolument. Et donc tous ces handicaps invisibles sont encore très mal connus. À la télévision, on l'évoquait, vous le disiez vous-même, 0,6% de handicapés présents à la télévision. Ça rejoint ce que dit Jean-François Amadieu sur la discrimination. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui peut... Eh bien, moi je les ai challengés. L'ensemble des médias ont signé une charte pour améliorer la représentation. Je leur ai dit qu'on fait le guide des experts en situation de handicap qui sera bientôt prêt. Et là aussi, ça va
ça va vraiment donner des ressources et des compétences en situation de handicap. Et puis, il faut le dire haut et fort, quand il y a des fictions, de plus en plus de fictions introduisent, je dirais, des personnes ou des personnages, des acteurs en situation de handicap, à chaque fois, sur ces sujets-là, ça fonctionne, ça fait de l'audience. Donc je dis, puis on a aussi les Jeux paralympiques. Oui. Les Jeux paralympiques, plus de 120 heures de diffusion de France Télévisions. Voilà, eh bien, voilà, exactement, avec une très très belle audience. On va avoir les Jeux de Paris 2024. Donc on a vraiment des atouts dans notre pays pour améliorer la représentation des personnes handicapées. Alors c'est vrai que pour faire un point, Valérie, à la télévision, on voit rarement des handicapés sur ce qu'on appelle les émissions de flux ou les émissions qui font beaucoup d'audience. On les voit dans des documentaires, on les voit de temps en temps en reportage, mais on les voit rarement dans ce qu'on appelle les domaines comme les jeux, les fictions, même la télé-réalité. Il n'y a pas d'handicapés dans la télé-réalité. Et ni l'information, on n'a pas des gens qui font ce qu'on appelle les stand-up, des journalistes en situation, on n'a pas d'animateurs en fauteuil roulant sur les émissions de l'info, mais je vais vous faire un petit point, mais ça avance un petit peu. Il faut savoir que Jean-Luc Reichmann et Nagui sont ceux qui donnent le plus de place à des candidats handicapés. On peut parler de Paul, évidemment, des 12 coups de midi. Il y a Dominique Bréhat qui a fait Tout le monde veut prendre sa place. Il y a Émeric Jéhu qui était non-voyant, qui a fait N'oubliez pas les paroles comme Bruno Estève. Le premier handicapé qu'on a vu à la télévision française, c'était en 68 dans les chiffres et les lettres. Il s'appelait j'avais noté son nom, mais je vais le retrouver, Michel Jouot. Il était candidat aux chiffres et aux lettres, et il avait une mémoire, ça avait marqué les gens, parce qu'il fallait qu'ils retiennent toutes les lettres et tous les chiffres, et il faisait les calculs mentaux, et puis également les lettres. Il faut savoir également que derrière, il y a des déçus. Par exemple, Dominique Bréhat a connu du succès parce qu'il avait cet handicap et qu'il avait gagné plus de 160 000 €. Il s'est fait engager par Radio France Amiens pour faire un billet quotidien. Ouais, ça a duré 15 jours, et après ils l'ont mis de côté. Et puis il a expliqué que ses démarches n'aboutissaient plus, qu'il regrettait cette expérience. Je suis marqué, on m'appelle l'aveugle de France 2. Même la production de Tout le monde veut prendre sa place m'avait promis de m'aider. Concrètement, je n'ai pas été aidé. Je n'ai servi qu'à valoriser l'émission de Nagui. Il disait ça dans un article de Télé Loisirs de 2011. Et puis rapidement, dans Danse avec les stars, on a eu également des personnes, Sophie Vouzelot, voilà, qui était malentendante depuis sa naissance. Et puis il y a Grégory Cuiron également de Top Chef. Et puis il y a également, je vous ai sorti ça, Michel, qui avait 57 ans, qui a remporté 24 650 € au jeu Harry, et elle était venue parce qu'elle n'arrivait pas à s'acheter un fauteuil roulant pour son enfant, et la seule solution qu'elle avait trouvée, c'était de faire un jeu. Mais c'est vrai que globalement, les studios sont pas forcément aménagés aussi pour mettre un fauteuil roulant ou pour accueillir des handicapés. Une question pour un champion, aucun handicapé, parce que le buzzer est trop haut. Et c'est très compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mais vous avez oublié aussi Cyril Hanouna avec ses chroniqueurs en situation de handicap. Oui, c'est le premier vraiment à avoir mis tous les vendredis. Et puis qui nous a accueillis pour le duo D avec mon duo également. Il fait des choses formidables. Très engagé sur le handicap. Et puis surtout qui donne la parole aux personnes et qui deviennent des chroniqueurs. Des chroniqueurs tous les vendredis. Je vois nos auditeurs qui réagissent sur le site Facebook, qui se sentent abandonnés quand même, qui ont une sorte de dépit en disant les gens qui vont à la soupe populaire, qui sont au Resto du Cœur sont en majorité, enfin pas en majorité, mais il y a une augmentation de cette catégorie-là et qui disent on nous oublie. Comment vous expliquez ce sentiment d'abandon des personnes en situation de handicap? Je pense qu'il faut peut-être quand même rappeler au niveau du pouvoir d'achat ce qu'on a fait, parce qu'on a augmenté l'allocation adulte handicapé de 100 €, c'est-à-dire qu'elle est passée de 800 à 900 €. C'est comme un investissement de la nation juste sur le quinquennat de plus de 2 milliards pour 1,2 million de personnes. Et à côté de ça, on a aussi la prestation de compensation du handicap. Après, ce que demandent les personnes, c'est justement celles qui veulent pouvoir travailler, c'est qu'elles puissent vivre de leur travail. Et là, on a encore un pas à franchir, c'est indéniable, puisqu'on n'est qu'à 3,8% d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, alors que le quota, puisque c'est un quota, est à 6% depuis 30 ans. Donc on voit qu'on a encore beaucoup à faire pour bien vivre de son travail. Et c'est ce que les personnes... Beaucoup dénoncent aussi l'administration. L'administration est la première discrimination nationale, nous dit Stéphane. Alors il dit, vous avez des MDPH, des maisons départementales pour bien local, mais pourquoi un an pour une PCH, je ne sais pas, équipement, à cause de la lenteur des procédures?
Alors peut-être dire aussi qu'on est le premier gouvernement, et ça c'était mon combat quand je suis arrivée, de donner les droits à vie. Quand vous avez un handicap avéré, vous n'êtes plus obligé d'aller chez le Toubib pour s'en tamponner, pour dire que vous êtes toujours aveugle, que vous êtes toujours trisomique, que vous êtes toujours autiste, que vous êtes toujours doublement amputé. C'est fini ça. Donc ça, il faut peut-être le redire aussi. Et ce sont les départements qui sont en charge d'octroyer ces droits à vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que je suis la ministre de toutes les personnes handicapées où qu'elles soient, et je veux que tout le monde ait les mêmes accès aux droits. Eh bien j'ai fait un baromètre pour que chacun puisse aller voir dans son département où on en est sur l'octroi des droits à vie, sur les délais, etc. Et il faut challenger ces départements de pouvoir améliorer ces délais. Je les ai pas laissés tout seuls. J'ai aussi rajouté de l'argent pour les accompagner sur leur système informatique. Mais là, il en va vraiment, en effet, d'arrêter de harceler les personnes handicapées pour qu'elles reprouvent à chaque fois leur handicap. Dites-le nous une fois. C'est dans tous les domaines. C'est ce que j'essaye vraiment de faire. D'abord parce que pour le connaître bien et le vivre, c'est insupportable de devoir refaire son dossier tous les 3 ans. Ça, c'est fini pour les handicaps avérés qui ont un impact important. Donc ça, il faut vraiment que ça se mette en place partout. C'est quoi PCH? Prestation de compensation du handicap, qui est très individualisée, c'est-à-dire qu'on vient étudier est-ce que c'est de l'aménagement de votre maison, du véhicule ou de l'aide humaine. Donc c'est individualisé, propre à la personne, et parfois c'est long parce que certaines situations sont complexes. Il y a assez de fonctionnaires pour cela. Oui, je pense qu'il y a des bonnes équipes, mais on les accompagne pour améliorer les process, pour donner des droits justement et octroyer ces droits de façon beaucoup plus lointaine. Maintenant, c'est prestation de compensation du handicap à vie une fois qu'elle sera ouverte. Donc voilà, il faut... Mais il y a encore du retard, c'est indéniable. Je continue l'échange avec Stéphane. On a beaucoup d'auditeurs qui sont concernés. Et il nous dit un bureau, une chaise n'est pas considéré comme essentiel. Un bureau, une chaise. Oui, c'est-à-dire que dans la prise en charge, vraisemblablement de l'attribution, ce que vous disiez de c'est-à-dire s'ils ont besoin d'avoir un bureau très adapté, si. Et là, vous avez des organismes qui s'appellent, la GFIP, le PI, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez du financement d'adaptation, soit personnel chez soi, si vraiment il y a besoin justement d'un bureau adapté, il y a tout à fait possibilité. C'est les aides techniques, elles sont là pour ça. On ne va pas faire du cas particulier. Je finis juste avant la pub sur une dernière question média. Je vais être un petit peu cynique, mais on l'est en télévision souvent cynique. Est-ce que vous pensez que les personnes handicapées, ils ont peur, les chaînes de télé, de perdre de l'audience en montrant le visage ou des gens handicapés? Et est-ce que derrière, il existe un vrai marché publicitaire pour que ça leur rapporte de l'argent? Est-ce que c'est des choses dont vous discutez avec eux? Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que les publicitaires se sont emparés du handicap. De plus en plus. On voit des enfants porteurs de trisomie, on voit des enfants, des personnes aveugles, on voit des personnes amputées. Et les marques en ont fait des égéries. Je pense par exemple à Théo Curin qui est l'égérie de L'Oréal. Donc on voit bien qu'au contraire, ils ont vu que la différence pouvait justement être un attrait. Et donc je pense qu'on peut le saluer, ce genre de choses. Et après, moi je dis qu'il faut que les personnes handicapées lèvent l'autocensure qu'elles ont aussi à aller sur des métiers qu'elles se pensent impossible pour elles. Et moi je dis nul n'est inemployable quand il est bien accompagné, et je dis en tout cas à tous les jeunes qui nous écoutent, allez vers ces métiers des médias, parce que d'abord on embauche aussi, et puis il faut oser aller porter sa différence. Et on peut saluer Laetitia Bernard qui est aveugle, bien sûr, Sophie Massieu, on a des journalistes aveugles qui a un outil incroyable où elle écrit tous ses articles en braille. Très jolie remarque d'un auditeur, Gourdance, qui est un fidèle auditeur. Il dit c'est notre mode de vie qui, en les ignorant, défavorise et lèse ceux dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée. C'est la définition de l'OMS. Nous nous handicapons, ils ne sont pas handicapés. Je trouve que c'est très joliment dit. Surtout en situation de handicap, il a tout à fait raison. C'est l'environnement qui remet une surcharge et qui est sur handicap. On se retrouve dans un tout petit instant. On continue avec vous, Madame la Ministre, et avec Clément Chadnet qui a été, alors je sais pas comment on dit, qui a été duodé, qui sera avec nous dans un instant. Votre binôme, enfin le binôme d'Alain Griset. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On a encore un quart d'heure avec Madame Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, c'est important de le dire, et non plus auprès du ministre de la Santé en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, les personnes handicapées. Vous préférez dire quoi, situation de handicap ou personnes handicapées? Tout ce que l'on ne doit pas dire, c'est les handicapés. Voilà, c'est tout. Ce sont des personnes avant tout. Elles sont handicapées, en situation de handicap, mais surtout, on ne se détermine pas par rapport à un
handicap. On est des personnes avant tout. Et Clément Chadnet vient de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez été... parce qu'on voulait faire le bilan du Duodé avec vous, qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc le Duodé, vous allez nous dire dans un instant en quoi ça consistait exactement. Et Clément Chadnet, je voudrais donc préciser que vous êtes brillant. Très brillant, ça ne change rien. Mais vous avez préparé l'ENA, vous avez fait un master d'affaires publiques à l'IEP de Paris, à Sciences Po Paris. Vous avez eu un accident de la circulation qui vous a privé de vos tibias, donc vous avez des prothèses. Donc vous êtes en situation de handicap. On va parler de ce Duodé. Madame la ministre, le Duodé, c'est vous qui l'avez mis en place et c'est pour favoriser évidemment l'insertion, l'intégration des handicapés, des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. En fait, c'est une journée de rencontre avec une personne en situation de handicap et un collaborateur, où qu'il soit, puisque le président, les ministres, les employeurs privés, publics, les administrations l'ont fait. Un très beau bilan cette année, puisqu'on a eu plus de 32 000 offres de duo. On a réussi à faire le match, si je puis dire, à peu près sur 17-18 000. On va voir les chiffres là bientôt. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce Duodé, à quoi il sert ? Il sert d'abord à faire cette rencontre, parler du handicap dans l'entreprise, privée-publique, pouvoir lever les préjugés. Et puis maintenant, l'année dernière, sur les 10% des duos qui ont été faits, eh bien 10% ont servi à faire de l'insertion professionnelle. Il y a eu une suite, un stage, un CDD, un CDI. Donc on voit aussi que ça sert aussi de sourcing pour les employeurs qui me disent toujours « mais moi je voudrais bien trouver une personne en situation de handicap sur telle compétence, mais je ne le trouve pas ». Donc là maintenant, vraiment ce rapprochement, il est vraiment extrêmement utile. C'est très important, c'est européen, puisque c'était parti de l'Irlande il y a très longtemps. Ah, parce que je vous ai posé la question. Et chez nous, c'est parti du Lot-et-Garonne. C'est un petit ESAT, qui est un atelier protégé, qui a voulu justement donner la possibilité de travailler en milieu ordinaire à ces travailleurs en situation de handicap. Et c'est comme ça qu'on l'a démarré. On a une plateforme numérique qui fait ce rapprochement. On a eu 32 000 offres de duo par les employeurs. Donc on voit bien que les employeurs s'en emparent. Et c'est pas une vitrine, c'est un moment où il y a vraiment un collectif de travail qui se penche sur cette question et ça permet aux personnes tout simplement aussi de parler de leur situation, de parler de leurs compétences, de parler de leurs performances. On est en train de changer le regard. Oui, alors vous m'avez rabroué avant l'émission parce que je vous ai dit de toute façon les entreprises préfèrent payer et on a un certain nombre de nos téléspectateurs, de nos auditeurs qui nous disent ça. De toute façon les entreprises payent. Vous m'avez dit non, c'est faux. Alors c'est-à-dire qu'on est à 3,8. C'est un cliché, c'est une idée reçue, c'est quoi ? Non, c'est que de plus en plus elles ont bien compris que c'était du gagnant-gagnant l'emploi des personnes handicapées. Encore une fois, il n'y a aucun employeur malveillant. Ils sont démunis sur le sourcing, ils sont démunis. Ils s'imaginent qu'il va y avoir beaucoup d'adaptations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans ? On est allé accompagner les entreprises pour changer la donne. Aujourd'hui, sur toutes celles qui sont soumises à cette obligation d'emploi, il faut avoir plus de 20 salariés, eh bien, il n'y a plus que 8% d'entreprises qui n'ont rien fait. Donc c'est très très peu. Donc là on accompagne. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles peuvent insérer, elles peuvent ouvrir les portes pour faire des stages en entreprise, notamment pour les étudiants en situation de handicap. Elles peuvent embaucher et puis derrière aussi elles peuvent faire des achats dits inclusifs auprès justement de tout l'écosystème de ce qu'on appelle les ateliers protégés. Donc voilà, elles ont beaucoup de choses à faire pour valoriser leur engagement. Puis c'est pas un one shot. Quelle est la contrainte pour les entreprises entre guillemets ? Je mets le mot de contrainte parce que c'est souvent perçu comme ça. Pour ne pas avoir à payer d'amende, à quoi doivent-elles s'engager à embaucher, tout simplement. Oui, je leur dis, c'est la charge. Si vous prenez... C'est 6%. Le quota, c'est 6% dans votre effectif dès que vous avez plus de 20 salariés dans votre entreprise. Donc, ça dépend du nombre de salariés que vous avez. Donc, moi, ce que j'essaie, c'est de les accompagner. Et puis, on a créé plein de choses. Et puis, on a fait pendant le plan de relance une aide à l'emploi de 4 000 €. 25 000 contrats signés, 70% en CDI. Donc on voit aussi que l'incitation financière en cette période de relance, elle a porté ses fruits. Et l'apprentissage pour les personnes handicapées, l'apprentissage en a augmenté de 70%. Là aussi, l'État est venu, comme tout, un jeune, une solution, ce grand plan d'engagement qu'on a auprès de la jeunesse, eh bien ça a fonctionné, puisqu'on a 6 500 contrats d'apprentissage handicapés. Alors, et juste avant, c'est quoi les excuses que vous donnez une entreprise qui n'embauche pas en handicapé ? Je ne sais pas faire et je ne sais pas où les trouver. Moi, je te cache, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que ce rapprochement, il est si important. Donc, je leur dis, mais vous faites comment d'habitude ? Vous allez, si vous voulez des apprentis dans les CFA, on a mis un référent handicap dans chaque CFA. Challenger vos cabinets de recrutement pour vous proposer des CV en situation de handicap. Et Pôle emploi, Cap emploi, on les rapproche pour qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée. Donc je leur simplifie la vie, je les accompagne, je donne de la lisibilité
Et surtout, je dis aux jeunes et aux personnes handicapées, dites que vous êtes en situation de handicap. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ouais. Alors Clément Chadnet, vous avez été donc le duodé du ministre Alain Griset. Vous avez été victime d'un accident de la circulation en 2015. Votre vie, évidemment, a j'imagine, changé. Alors déjà, vous, le duodé, vous en pensez quoi sur le fond? Du bien, forcément, puisque vous êtes venu avec la ministre. Mais alors, je vais revenir tout de suite sur le duodé, qui a été une expérience vraiment formidable. J'aimerais vous remercier pour votre petite présentation et souligner que ce parcours que vous avez qualifié de brillant, je l'ai construit pour l'essentiel avant mon accident, et que je peux vous dire que depuis mon accident, les choses ne sont pas aussi faciles, et que le handicap a vraiment effectivement représenté un bouleversement qui a pu freiner beaucoup de choses au quotidien. Ensuite, un petit mot aussi, j'aimerais vraiment, j'ai remercié très vivement Madame la Secrétaire d'État pour son engagement en tant que personne en situation de handicap. Je suis toujours très ému d'entendre ses messages, son propos, son action, et si ne serait-ce que quelques centièmes de % de ses convictions pouvaient être diffusées à l'ensemble de vos auditeurs et à la France, la compréhension du handicap et son acceptation serait grandement améliorée. Pour revenir au duodé, ça a été vraiment une expérience extraordinaire, une expérience pour moi d'essayer de montrer un peu quelles compétences j'avais, et aussi de commencer à essayer de lever un peu certains préjugés. Moi, je porte des prothèses tibiales. Je peux être aidé d'une canne, mais je peux aussi dans certaines circonstances m'en passer, et ce qui fait que mon handicap est relativement invisible au premier abord, et que j'ai aussi une mobilité qui existe, mais qui est très contrainte, et je peux avoir des blessures fréquentes, ce qui fait que quand on me croise, quand on me rencontre pour la première fois, qu'on a quelques échanges, finalement le handicap ne transparaît pas, mais ensuite j'ai besoin tout de même d'aménagement, j'ai besoin d'une prise en compte, car sinon je fais des blessures, et sinon je risque d'être incapable d'exercer mes compétences et de poursuivre. Jusqu'à présent, j'étais étudiant, donc j'ai pu, on va dire, assez facilement m'absenter, même si au détriment de ma préparation, m'absenter pour gérer les blessures, laisser mes moignons cicatriser, etc. Comment ça sera dans l'univers professionnel? Je sais pas, mais je suis sûr qu'avec un employeur à l'écoute, on trouvera les meilleurs aménagements possibles, et que ça ne posera aucun souci. Mais vous avez déjà essayé, postulé Alors pas encore. Ouais. Là, j'ai repris le projet qui était le mien avant mon accident, et qui était un désir très profond, qui était la préparation des concours administratifs, et surtout de l'ENA. Vous avez raté de 5 points. Je l'ai loupé de 5 points cette année. Pour vous dire, le handicap a vraiment pesé. Ma prothèse, un défaut d'appareillage a fait que ma prothèse déchaussée en pleine rue il y a quelques mois avant le concours, fracture, retour en fauteuil roulant, renouvellement de tout l'appareillage sur un temps colossal, et je peux vous dire que ces 5 points qui me manquent, et j'ai un peu, je l'ai un peu en travers de la gorge, si vous me permettez cette expression. Et voilà. Et vous voudriez faire quoi? Travailler dans une administration Alors je crois que si je peux aider à rendre les politiques plus efficaces au sein de l'administration, et si je peux contribuer à améliorer, on va dire l'efficacité, l'efficience des politiques publiques, j'ai un profil très généraliste. Ça peut être au sein de l'administration, mais ça peut aussi être un engagement ailleurs. Comment vous imaginez dire à votre employeur que vous êtes handicapé? Alors très très simplement, et pour tous les employeurs et toutes les employeuses qui nous écoutent, leur dire on n'est pas forcément à égalité pour toutes les tâches. On a besoin d'aménagement. Mais une fois a été bien évaluée la situation de la personne de handicap et le handicap, parce que vraiment chaque handicap est particulier et différent, et une fois que ça a bien été évalué au départ, que vous avez osé le pari de cet emploi, et que
vous acceptez un peu une part d'incertitude, vous serez surpris de tout ce que la personne handicapée peut vous apporter, vous serez surpris de la créativité. Absolument. Honnêtement, c'est quelque chose qui me frappe. Je n'étais pas handicapé avant, et les stratégies que l'on met en place pour limiter au maximum l'impact de ce handicap, pour être le plus productif possible, c'est des stratégies qui dépassent largement l'univers professionnel et qui, je crois, pourrait rayonner totalement sur l'organisation et bien sûr la combativité, la résilience dont Madame la secrétaire d'État a parlé, mais on a aussi, je crois, des capacités. Sur le temps long, toutes les tâches d'analyse, de conception, personnellement, je sais que ce qui est du temps long, aménageable, etc., c'est des choses sur où lesquelles on peut être particulièrement performant. Comment vous avez été perçu au ministère quand vous avez accompagné le ministre? Parce que c'est ça, toujours Stéphane nous dit, et pourquoi pas un handicapé qui prend un valide en duo? Il faut aussi ouvrir les esprits, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que quand une personne en situation de handicap arrive dans une entreprise, c'est là où le regard va changer. Alors pour revenir sur cette expérience, je ne suis pas prêt de l'oublier et honnêtement, la manière dont j'ai été reçu par le ministre et son cabinet a été absolument formidable et d'une ouverture qui m'a surpris. J'ai été auprès de ce grand ministre des PME, Monsieur Alain Griset, qui a une expérience exceptionnelle de son secteur et qui, je dirais, surtout a une expérience unique de la vie. Toute la journée, il a vraiment été très attentif à ce que je sois toujours auprès de lui. J'ai été presque comme son ombre et je l'ai suivi du matin jusqu'à tard dans la nuit. Mais il va vous embaucher. Faut demander à M. Griset dans son ministère. Honnêtement, vous avez vu, je vous donne un petit coup de pouce. Hein. Comme je disais à la secrétaire d'État juste avant l'émission, il y a quelques jours encore et avant le Duo Day, j'étais convaincu d'aller chercher ces 5 points qui m'a manqué et que je pense je pourrais essayer de récupérer. Mais le Duo Day a vraiment ouvert aussi mes perspectives et m'a donné envie peut-être dès à présent d'aller dans le travail tout de suite, d'entrer dans l'action et de mettre à profit ce que j'ai pu développer. Voilà. Bah écoutez, c'est effectivement un témoigage très fort et très intéressant. Ah non, vous le prenez pas comme chroniqueur. Hein. Pourquoi pas Je dis non. Un handicapé physique n'est pas un handicapé mental, nous dit Stéphane également. Et puis c'est vrai qu'il nous dit, c'est quand même bizarre, dans les structures de l'État, c'est les valides qui décident pour les handicapés. Et les handicapés doivent aussi être des décideurs. Bah bien sûr. Oui. Mais il y a peu de chefs d'entreprise en situation de handicap. Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs en situation de handicap. Et je salue l'association HUP Entrepreneurs qui fait grandir ces chefs d'entreprise en situation de handicap, parce que c'est parfois aussi une façon de pouvoir gérer soi-même son temps, et donc ça, c'est de plus en plus de créations et nous sommes à leur côté pour les développer. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous Clément Chadner. On vous souhaite bonne route, bonne chance pour la suite. Et puis vous allez repasser l'ENA. On peut le passer combien de fois? Alors maintenant on peut le passer ad vitam aeternam depuis 2021, mais vous allez rattraper ces 5 points. C'est quelque chose qui a été ouvert justement au nom de l'égalité des chances, je crois aussi pour les personnes handicapées qui connaissent des restrictions, mais c'est pas forcément un supplément de chance dans le sens où c'est ouvert à tout le monde. Moi je serais vraiment en faveur, notamment dans le cadre de l'excellente réforme talent que la ministre Madame Montchalin met en œuvre, de vraiment considérer et d'inclure à part entière les personnes handicapées. Est-ce que je vais repasser l'ENA? Ce n'est pas une certitude, peut-être désormais. Du boulot, là, c'est sûr. Merci à vous, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci à vous, vos émissions sont vraiment formidables. Sud Radio, parlons vrai.